Bienvenue dans Déclic, le podcast qui donne une voix à l'inclusion. Je suis Camille Malgian, cofondatrice de 2 startups engagées dans le handicap. Depuis toujours, une chose m'anime profondément, l'envie d'aider, de connecter et de transformer. Déclic est le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui incarnent l'inclusion et transforment des idées en action. Et en fait, c'est exactement le sens d'un événement, finalement, pour moi. C'est le métier de la rencontre, beaucoup dans le secteur de l'événementiel dans lequel on travaille aussi. On dit que l'événementiel est le métier de la rencontre. C'est ça. Et donc, oublier l'humain dans une rencontre, c'est comme oublier l'essentiel de la rencontre, finalement. Bien sûr. Merci Olivier d'avoir accepté l'invitation. Alors, on est aujourd'hui au Handilab. Le Handilab, c'est un projet qui est porté par le groupe Fiminco, qui offre aux acteurs de l'innovation et du handicap un lieu dédié. Donc aujourd'hui, on est dans un bâtiment de plus de 13 000 m². On tourne dans leur studio et ce lieu se veut dédié à la création de valeur, la fertilisation croisée, à la recherche et l'émulation collective pour les porteurs de projets ou les personnes directement concernées par le sujet du handicap. La semaine prochaine, il y a la ministre qui vient ici. On y sera aussi tous les deux pour les 20 ans de la loi de février 2005. Donc voilà, je suis vraiment très contente de te recevoir. Quand j'ai voulu monter ce podcast sur l'inclusion, je voulais parler de toutes les typologies de handicap. Et quand j'ai pensé au handicap cognitif, mental, la première personne que j'ai mise sur ma liste d'invités, c'était toi. Et du coup, je suis vraiment très contente de te recevoir. Olivier, ce que je vais te laisser faire, c'est te présenter avant tout. Donc, je suis Olivier Tran, papa de 3 enfants, ancien cadre d'un groupe industriel international. Et j'ai lancé un projet d'inclusion pour des jeunes porteurs de handicap cognitif et mental, parce qu'un de mes enfants est autiste sévère et n'avait plus de possibilité de prise en charge, ni à l'école, ni dans des structures spécialisées, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Et comme il est resté à la maison et que ça ne s'est pas très bien passé, eh bien, je me suis lancé pour essayer de construire un projet qui permettrait à ces jeunes porteurs de handicap cognitif et mental d'avoir une place au milieu de nous, d'être acteurs de cette société, avec l'idée toute simple qu'ils peuvent participer avec des gestes simples, avec des tâches élémentaires. Donc toi, ton déclic d'aller de porter un projet sur l'inclusion, ça a été en fait ton fils qui est directement atteint, notamment de troubles autistiques. Ok. Donc ça veut dire que mon Alexandre, il s'appelle Alexandre, ne parle pas, il n'écrit pas, il ne peut pas non plus lire. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas possibles en termes d'interaction avec des gens. En revanche, on se rend compte qu'il est quand même capable de faire des choses assez simples, comme débarrasser la vaisselle, trier des couverts, ranger, nettoyer. Ça, c'est possible. Et donc, c'est sur ce constat qu'ils peuvent faire des choses simples déjà à la maison qu'on a tiré un peu la bobine pour essayer de les faire travailler avec des gestes professionnels, avec une capacité de travail selon les codes et les normes et les besoins des entreprises. Super. Et toi, c'est vraiment ce facteur-là, en fait, de dire aujourd'hui, le monde n'est pas assez inclusif. En tout cas, tu étais avec ton fils chez toi et tu t'es rendu compte que voilà, c'était un peu... il était isolé ou en tout cas pas inclus dans notre société actuelle. Et tu as souhaité, donc ton déclic, c'est faut faire changer les choses et je veux lui offrir en tout cas un cadre de vie, même professionnel, qui soit digne ou en tout cas qui soit pris en compte dans un environnement le plus inclusif possible. Voilà, donc on peut dire que le déclic réel, c'est l'amour Bien sûr. d'un parent, d'un père, pour son fils, parce qu'il se sentait seul, éloigné de tout le monde, et l'envie de le voir au milieu de nous tous, œuvrer comme nous, à sa mesure, à son échelle. Et en faisant ce projet-là, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup d'autres comme lui, beaucoup d'Alexandre partout en France, qui sont porteurs d'un handicap cognitif ou mental. On parle d'une population d'à peu près 2 millions de personnes.
entre l'autisme, la trisomie, la dyspraxie, et puis d'autres types de handicaps cognitifs et mentaux liés des fois à des AVC ou à des naissances prématurées ou autres aléas de la vie, eh bien, c'est d'essayer d'œuvrer en fait pour tous ces jeunes-là qui aimeraient bien rejoindre cette société, avoir une place un peu comme nous tous, avoir une vie comme nous tous. L'inclusion au sens large. L'inclusion, exactement. Donc le terme d'inclusion, c'est justement de dire que cette société, elle doit être forte de toutes nos différences et notamment forte de leurs différences également. Pour moi, mon enfant Alexandre, c'est comme un diamant brut. Il ne se travestit pas, il n'a pas de calcul, il n'a pas d'intérêt, il est purement lui-même. Et ça, c'est quand même quelque chose de très beau dans cette société, justement, de ne pas avoir besoin d'avoir un artifice, d'avoir une apparence, mais d'être, uniquement être. Et donc, cette beauté-là, elle me touche en tant que papa. Je pense qu'elle pourrait nous toucher plus globalement tous. Ça veut dire qu'il y a une certaine apparence qu'on s'est donnée, qu'on a créée en fait, avec les années ensemble, collectives, dès l'école. Ces couches-là ne permettent pas toujours de se retrouver, de se recentrer par rapport à ce qui est essentiel dans une vie. Donc on va courir après certaines choses qui ne sont pas forcément essentielles, pas forcément importantes. Et donc d'avoir conscience qu'il y a des notions humaines qui sont très belles, nous permettent aussi, je pense, d'avoir une certaine conscience de ce que nous faisons en fait au quotidien. Pourquoi nous faisons ce que nous faisons, dans quel objectif, quel est le sens de ce que nous faisons, est-ce qu'on apporte une contribution à la société, est-ce qu'on apporte un mieux vivre pour soi-même et puis pour les autres. Et donc d'avoir des porteurs de handicap cognitif et mental au milieu de nous tous, eh bien c'est aussi cette idée que on va viser un équilibre de société où chacun peut contribuer à sa mesure. C'est une question de discernement sur les qualités, les capacités de ces porteurs de handicap qui va permettre de leur trouver une juste place dans cette société et en même temps, pour les autres qui vont les accueillir, les autres acteurs de cette société qui vont les accueillir, eh bien, il va y avoir aussi cette rencontre sur un terrain qui est beaucoup plus humain, qui est plus intime, qui va faire certainement une résonance avec ce qu'il y a en chacun d'entre nous, des notions d'émotion, de partage, de solidarité, qui sont parfois un peu oubliées dans nos organisations. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que je pense que des projets d'inclusion sont nécessaires dans la société. Tout à fait. Et ça enrichit le monde, en fait. Ça permet de le voir différemment. De le voir différemment, tout à fait. Et de voir les choses différemment, ça permet de construire différemment également. C'est-à-dire que ça nous rappelle des valeurs essentielles, ce qui permet de bâtir des organisations, des sociétés sur d'autres ambitions, d'autres angles, et surtout de ne pas oublier certains paramètres. Notamment, un des paramètres, c'est notre propre fragilité, vulnérabilité. Nous sommes tous humains avec des limites, et puis une limite qui est commune à nous tous, c'est celle du temps. On a un temps qui est donné sur cette terre, et puis à un moment donné, on va constater qu'on n'est pas invulnérable, qu'on a aussi des fragilités, qu'on va avoir besoin d'assistance. Et donc, cette conscience-là dans cette société va permettre aussi de construire des organisations qui vont penser les uns pour les autres également, et pas uniquement dans le seul but de gagner de l'argent ou par intérêt personnel, par ego par exemple. Donc c'est pour ça que je pense que ça apporte en effet d'avoir d'autres regards et d'autres angles d'attaque de la construction d'une société qui permettent à chacun d'entre nous de se reposer des questions, d'avoir aussi un peu de recul par rapport à ce que nous vivons dans le rush du quotidien, courir après des objectifs. Et puis cette prise de recul, j'espère, va permettre peut-être d'apaiser un peu plus les actions du quotidien, de se reposer les bonnes questions de ce que nous faisons, comme je disais, et puis de remettre dans l'ordre des choses un sens, en fait, un sens à ce que nous faisons dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle.
un sens à notre vie. Exactement. Et trouver l'impact que l'on a auprès de la société et des Tout à autres. fait. Tout à fait. Et merci beaucoup pour ces mots. Moi, j'aimerais... tu disais qu'avant, tu étais... du coup, tu travaillais dans une grande entreprise internationale. Ça fait combien de temps, finalement, que tu as lancé tes activités? Parce qu'on va, on va venir pour en parler, parce que c'est pas une activité que tu fais, c'est plusieurs. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Donc je me suis lancé en courant 2020 à créer ce projet d'inclusion et ça s'est bâti sur une colère, en fait une colère très forte de voir l'exclusion de mon fils et de me dire qu'une société soi-disant évoluée comme la nôtre ne pouvait pas construire de chemin pour des gens différents comme mon fils. Donc cette colère-là, elle a alimenté un projet d'inclusion avec en effet plusieurs angles d'attaque. Mais l'idée qu'il faut qu'on crée une solution globale pour tous ces jeunes qui n'ont pas l'accès à l'apprentissage, parce qu'ils ne savent pas forcément bien lire, qui ne savent pas forcément parler, ou avoir les codes sociaux pour pouvoir être dans une société comme la nôtre. Et donc cette colère, elle a alimenté déjà une première structure qui s'appelle Biscornu. Donc là, j'ai voulu en fait créer la démonstration par l'exemple qu'embaucher, employer des porteurs de handicap cognitif et mental, même sévères, était possible. Et donc Biscornu, l'ambition, c'est un traiteur événementiel, une maison de gastronomie inclusive, qui emploie ces porteurs de handicap cognitif et mental à la production et au service de pièces cocktails événementielles. Donc on réalise des événements de grande ampleur pour des entreprises ou des organisations publiques. L'idée était très simple, c'était de dire, vous verrez ce que vous verrez, nos enfants qui ont été mis de côté, en fait, sont capables de faire le meilleur dans cette société. Et donc, c'était cette colère-là qui a alimenté le challenge de mettre en musique une organisation, une société, une entreprise, comme d'autres, mais avec cette ambition forte de dire, on va vous démontrer qu'on est capable, ensemble, de faire le meilleur dans cette société, malgré nos différences. Ou plutôt, à cause de nos différences, on va vous créer le meilleur. Ou grâce. Grâce à nos différences, exactement. Donc ça part en fait de ce principe ou de ce concept qu'il faut savoir discerner les capacités et les qualités de chacun d'entre nous. Les porteurs de handicap cognitif et mental, certes, ne peuvent pas faire beaucoup de choses, mais ils peuvent faire également beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est dans ce discernement de ce qu'ils peuvent bien faire que réside l'idée qu'ils ont une légitime place, une juste place dans nos organisations, nos entreprises. Donc Biscornu, c'est un témoignage, c'est une petite luciole pour rendre visible leur travail et que les gens se rendent compte de la qualité, de la capacité de ce qu'ils peuvent faire. Donc on a pour ambition d'être vraiment dans du haut de gamme pour faire des pièces cocktails fines, très reconnues pour leur qualité gustative et puis pour la qualité de service également, puisque ces jeunes-là sont au service et sont en contact avec tous les convives d'un événement. Donc Biscornu s'est lancé donc en 2020, et puis c'était pendant le Covid malheureusement, donc on a passé quelques mois à créer des recettes. Au début c'était des plats préparés de chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France, dans des verrines en verre qui étaient pasteurisées pour une conservation longue durée. Puisque là, ça permettait de toucher plein de marchés différents, des hôtels pour du room service, des restaurants d'entreprise, pour des repas du personnel, des salariés lors de réunions, et puis ça pouvait faire de l'événementiel également, donc sur des grands salons par exemple. Et puis pendant le Covid, donc on a réalisé ces recettes-là avec des chefs étoilés, des meilleurs ouvriers de France, et puis des chefs qui étaient experts de la pasteurisation. Et puis malheureusement, le Covid a duré. Et puis tous les clients, en fait, n'étaient pas dans leurs entreprises, donc on n'avait aucun événement à ce moment-là. Donc on a commencé par vendre sur les marchés. À défaut de public entreprise, eh bien, on a commencé par vendre nos verrines sur les marchés de Colombes, Bois-Colombes, Levallois-Perret, Courbevoie. Et c'est là où on a rencontré finalement plein de gens comme moi, qui étaient dans des entreprises, dans des grandes organisations, et qui plébisciter un peu ce projet qui était en faveur de l'humain, en faveur des autres, en fait. Hein. Et donc,
ils ont voulu aider ce projet-là en proposant à leurs collègues, une fois de retour au travail dans les entreprises, une fois que les entreprises se sont réouvertes en septembre 2021, ils ont proposé à leurs collègues de faire appel à Biscornu pour des événements. Et c'est comme ça que ça a démarré, c'est-à-dire qu'on a démarré de rien. Sur un marché. Sur des marchés. On a passé quelques mois sur des marchés et à essayer de vendre ces verrines qu'on avait fabriquées. On a passé 6 mois à les réaliser, à les concevoir et puis les réaliser. Et puis là, on rencontre justement plein de cadres d'entreprises qui proposent à leurs collègues, une fois de retour, que les entreprises se réouvrent après le Covid, eh bien, ont proposé de faire appel à Biscornu pour des événements. La première, c'est la directrice des relations publiques du groupe Le Monde, du groupe de presse, pour l'inauguration du nouveau siège le long des quais de Seine. Et là, la personne, Stéphanie, nous a demandé de pouvoir préparer en fait les pièces pour cet événement de 750 personnes. Donc, pour un premier événement, quand on n'a jamais fait ça, et que ce n'était pas forcément l'objectif au départ, eh bien, c'est pas forcément facile. Et donc, on a demandé à Stéphanie de créer son propre événement et de nous y associer. Donc, on a été coaché par nos clients, finalement, pour faire les premiers événements d'entreprise. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Donc, on a enchaîné juste après avec Orange, où on a pu réaliser les premiers événements au retour du Covid, dans leur nouveau siège également, à Issy-les-Moulineaux. Et puis, ça s'est enchaîné avec beaucoup de clients. 4 ans après, ou plutôt 3 ans et demi après, puisqu'on a commencé qu'en septembre 2021, donc ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans. Donc 3 ans après, on a 1400 entreprises qui ont fait appel à nos services. Et Biscornu a pu lever des fonds pour construire son laboratoire sur 1200 m² à Colombes, proche de la 86, qui dessert toute l'Île-de-France en fait. Et ces 1400 entreprises ont permis en fait de contribuer à cette levée de fonds, ont permis de construire ce projet qui aujourd'hui comporte 42 employés permanents et puis il y a 80 porteurs de handicap cognitif et mental qui sont en extra, qui viennent sur des événements pour servir en fait les clients qui ont été formés. Donc ça fait une équipe d'à peu plus d'une centaine de personnes au global qui a pu être construite grâce à l'aide des entreprises et des personnes qui ont été sensibles à ce projet d'inclusion en disant « Nous aussi, on a envie de contribuer à l'idée qu'une société doit être multiple, elles doivent comporter aussi des jeunes porteurs de handicap cognitif et mental. » Et en parallèle, ça c'est l'angle d'attaque, de dire « On va vous démontrer que c'est possible ». Et la deuxième structure qui a été créée en parallèle s'appelle Affûté. Ça veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. Affûter, rien que dans le nom qui est l'acronyme, en fait, exprime ce qu'on veut faire. On veut affûter les compétences de ces jeunes porteurs de handicap cognitif et mental à faire des tâches élémentaires. Donc, on s'y est pris avec 3 piliers pour affûter. C'est une association qui a un organisme de formation et qui repose sur 3 piliers. Premier des piliers, c'est la méthode d'apprentissage qui est universelle, puisqu'il n'existait pas en fait de méthode facile, simple, pour apprendre un métier à des jeunes porteurs de handicap cognitif et mental qui ne savent pas lire forcément. Eh bien, on a construit une méthode qui est visuelle uniquement et qui décompose tous les gestes de chaque tâche élémentaire avec des dessins. L'idée est toute simple. Il y a des chaînages dans un processus pour faire une tâche, n'importe laquelle. Il y a un chaînage de gestes qu'on va devoir opérer. Et donc, on a simplement eu l'idée de représenter ces chaînages et ces gestes avec des dessins pour éviter la barrière de la langue, pour s'affranchir des mots, des chiffres. Et donc, comme ça, cette méthode d'apprentissage, elle décompose verticalement avec les dessins, tous les gestes, et c'est ce qui permet d'apprendre à des jeunes qui ne savent pas forcément lire ou écrire. Deuxième pilier d'Affûté, c'est pour répondre à un frein de l'inclusion qui est celui de la méconnaissance du handicap et de la peur de l'inconnu. Donc, nos organisations n'ayant pas ces porteurs de handicap cognitif et mental dans leurs équipes, en fait, eh bien, on a bâti un modèle de formation qui emmène ces jeunes porteurs de handicap au milieu des salariés dans les entreprises. Donc, les formations, elles ont lieu dans les entreprises. C'est de l'immersion. C'est l'immersion, mais pour les deux côtés. Ça veut dire autant pour les salariés qui ne connaissent pas le handicap que pour le jeune porteur de handicap qui ne connaît pas l'entreprise. Une sensibilisation immersion. Exactement.
sur une durée de formation qui est non engageante de part et d'autre. Et puis le troisième pilier d'Affûté, eh bien, c'est certainement le plus déterminant pour la réussite de l'inclusion. C'est que on transforme l'employeur en formateur. Ce sont les salariés des entreprises qui deviennent les formateurs de nos jeunes porteurs de handicap. Et c'est là où réside un peu la bascule, puisque on va faire reposer la responsabilité d'une formation professionnelle sur les épaules d'un salarié qui s'est porté volontaire pour accompagner un jeune porteur de handicap. Donc on crée ensemble avec les organisations, les entreprises, les conditions d'accueil et de formation qui vont permettre petit à petit d'amener un jeune vers sa juste place, sa légitime place dans une organisation, dans une entreprise. Et pour ça, on s'y prend sur un salarié qui va être le formateur, qui va avoir la responsabilité de l'emmener dans l'acquisition des gestes, la compétence en fait de son métier, avec l'aide d'un expert du handicap qu'amène Affûté. Donc Affûté va venir avec des experts du handicap dans une organisation, dans une entreprise, pour accompagner un salarié pour qu'il puisse former un de nos jeunes porteurs de handicap. Et voilà comment on a pris le projet d'inclusion, c'est que on s'est dit il faut qu'on essaie de trouver une méthode qui permette d'inclure efficacement nos enfants différents au cœur de nos organisations. Donc première étape, c'était de définir quels sont les gestes simples, quelles sont les tâches élémentaires très simples qui sont accessibles pour ces porteurs de handicap. Et donc on travaille avec pour ce diagnostic de ce qui est faisable avec la troisième des structures qui a été créée après qu'on ait expérimenté ça en 2023, qui s'appelle Chaméléon. Et cette structure est une sorte de cabinet de conseil qui va diagnostiquer toutes les tâches accessibles pour des porteurs de handicap cognitif et mental dans n'importe quelle entreprise. Donc Chaméléon, c'est l'assemblage des caméléons que sont nos enfants, qui doivent se fondre dans le décor de la société, dans le décor des entreprises, et des chats, qui sont les entreprises, qui doivent être agiles pour savoir accueillir la différence. Donc ça s'appelle Chaméléon, avec le H au milieu, qui symbolise aussi le handicap. Chaméléon, c'est le cabinet, donc qui va diagnostiquer toutes les tâches accessibles pour eux, et puis proposer des plans d'intégration, soit via la formation avec Affûté, soit en prestation de service, pour réaliser les tâches qui ont été identifiées avec des jeunes porteurs de handicap qui seront employés par Chaméléon. La finalité de tout cet ensemble, Biscornu, Affûté et Chaméléon, c'est de réaliser de l'inclusion à grosse échelle. Donc pour ça, on s'y prend en allant voir, en se concentrant en fait sur des métiers en tension, des métiers qui ont besoin de beaucoup d'employés pour faire des tâches simples. C'est le cas de la restauration collective, c'est le cas de l'hôtellerie, c'est le cas de la distribution, c'est le cas du nettoyage de la propreté. On a besoin de main-d'œuvre, des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes en France pour faire des opérations qui sont les mêmes tous les jours. Et parmi ces opérations, il y en a beaucoup qui sont assez simples, assez élémentaires et qui sont donc accessibles pour des porteurs de handicap. Voilà l'idée de fond, c'était de dire, pour qu'on puisse rendre accessible l'emploi et une juste place à nos enfants différents dans cette société, eh bien, il faut qu'on discerne ce qui est accessible pour eux et dans des métiers qui sont nécessaires partout en France. Et donc, on a construit avec les entreprises les contenus de formation sur la base de ces tâches élémentaires avec ces grandes entreprises qui ont des besoins de salariés partout en France. Donc c'est le cas de la restauration collective avec les groupes Sodexo, Compass, Elior, Serenest par exemple, qui gèrent en fait beaucoup de restaurants d'entreprises partout en France et qui ont donc des tâches répétées dans plusieurs domaines, plusieurs métiers. On va avoir le commis de cuisine qui a été bâti sur la base de toutes les tâches élémentaires répétées dans le commis de cuisine. On va avoir l'agent de cafétéria pour tenir la cafétéria de l'entreprise. Ou pour l'hôtellerie avec le groupe Accor par exemple, ça va être préparer les espaces communs, les buffets de petit déjeuner, préparer les chambres. Tout le monde peut bien se rendre compte que si on doit préparer une chambre d'hôtel avec mettre le kit d'hygiène, de soins au même endroit dans la salle de bain, et bien ça devient en fait accessible pour des porteurs de handicap si c'est bien processé, si c'est bien organisé, si c'est bien représenté. Et donc c'est sur cette idée simple que on développe petit à petit plusieurs métiers, plusieurs voies d'apprentissage et puis après d'emploi dans ces organisations. On le fait également avec le groupe GSF, qui est dans l'entretien, le nettoyage, la propreté,
où on décompose en fait les gestes quotidiens pour le nettoyage des entreprises. Et donc, là, je pense qu'on explique un peu toute l'ambition du projet, de dire... on partait de rien. Ça part de rien, mais en fait, c'est une question de méthode, c'est une question d'organisation, de bon discernement également avec ce qui est accessible pour eux et comment on les emmène progressivement vers l'acquisition des gestes et la confiance en eux pour qu'ils puissent les réaliser légitimement tous les jours. Cette méthode-là, elle se prolonge puisque on va avoir besoin d'un bon matching entre un profil d'un porteur de handicap et ces fameuses tâches élémentaires qu'on aura identifiées dans plusieurs métiers, plusieurs domaines. Donc, quand on attaque avec méthode ce sujet-là, on se rend compte qu'il y a besoin de différentes aptitudes pour être légitime, pour pouvoir faire correctement les tâches dans ces métiers-là. Et nous, on a recensé en fait 12 axes différents d'aptitudes pour pouvoir réaliser correctement les tâches. Donc il y a savoir lire, compter, écrire, la motricité fine dans certains cas, l'habileté sociale, comment il se comporte avec les gens, l'aptitude physique aussi dans certains cas pour certaines opérations. Et donc on a défini comme ça 12 axes avec des niveaux de maîtrise de 0 à 5 et on va recenser les besoins d'aptitude selon ces 12 axes pour chaque tâche qu'on aura recensée dans une entreprise et on va en parallèle profiler selon ces mêmes 12 axes chaque jeune porteur de handicap qui va venir sur le projet. Et bien moi je postule pour être candidat pour venir chez vous. En fait c'est basé sur... on se rend compte qu'il n'y avait rien en fait pour ces jeunes-là. Il y avait pas grand-chose en tout cas. Où alors je pense qu'il y avait beaucoup de projets qui essayaient, en partant du jeune lui-même, en partant de chacun des jeunes, en disant on va travailler pour qu'il puisse développer sa compétence, mais on n'avait pas fait la jonction peut-être avec de manière aussi méthodique avec les entreprises, en disséquant leurs organisations, en identifiant les fameuses tâches qui étaient élémentaires, en déstructurant également les organisations des entreprises, puisque nous, on va dire aux entreprises que c'est pas en conservant une organisation telle qu'ils la composent aujourd'hui, c'est-à-dire avec des postes de travail qui sont des carrés, et dedans, vous avez identifié tant de tâches, une trentaine peut-être de tâches pour réaliser le poste, et en faisant appel à plein de gens, et dont des porteurs de handicap, qu'on va réussir à faire de l'inclusion. Pourquoi ? Parce que nos jeunes porteurs de handicap n'ont pas forcément la compétence pour réaliser les fameuses 30 tâches d'un poste de travail qui est défini dans une organisation. En revanche, ils vont peut-être réussir extrêmement bien une dizaine de tâches parmi ces 30 qui sont dans un poste de travail. Et donc nous, on va demander aux entreprises d'aller un cran plus bas pour réussir l'inclusion de ces porteurs de handicap cognitif et mental. On va s'attarder sur la tâche, chacune des tâches d'un poste de travail. Et donc, en se concentrant sur les tâches elles-mêmes, on va recomposer les organisations de travail dans des équipes, des hôtels, des restaurants, des supermarchés, enfin peu importe, de façon à ce qu'on compose en fait des postes de travail qui soient cohérents par rapport au profil des porteurs de handicap, mais qui se concentrent uniquement sur ces fameuses tâches élémentaires qui sont accessibles pour eux. Donc ça va créer comme ça des temps partiels, des mi-temps, voire des temps pleins s'il y a beaucoup de tâches dans un poste de travail donné. Et puis on va recomposer l'organisation de l'équipe, du reste de l'équipe, avec le reste des tâches qui sont souvent à plus forte valeur ajoutée ou à forte valeur ajoutée. Et c'est là où on se rend compte que ça devient gagnant-gagnant en faisant cet exercice-là, puisque ça devient gagnant pour le reste de l'équipe qui ne va plus avoir à faire certaines tâches peut-être répétées pour eux. Par contre, ces tâches-là qui sont répétées vont convenir à ces porteurs de handicap cognitif et mental. Ils vont apprécier, en fait, c'est notamment l'un des super pouvoirs de nos porteurs de handicap cognitif et mental, c'est d'être rassurés par cette régularité d'opération. Quand quelque chose est processé et qu'ils arrivent à le maîtriser, à ce moment-là, ça va les rassurer de répéter les mêmes opérations, les mêmes gestes tous les jours. Ils vont moins s'enlacer que des neurotypiques, donc des personnes comme nous là, qui vont se lasser au bout d'un certain temps. Eh bien, eux vont moins se lasser, ils vont apprécier en fait cette régularité de travail dans une équipe. Et ce qui va permettre de basculer en fait d'autres tâches, peut-être plus de créativité, peut-être plus d'encadrement sur la qualité de travail,
au reste de l'équipe, et donc ça va devenir gagnant pour le reste de l'équipe, et ça va devenir gagnant pour le jeune porteur de handicap. Donc chacun va trouver sa place. Et ça, c'est génial. Et tu parlais notamment de profils neurotypiques, Oui. qui est nous, là, autour du podcast. Et tu parles beaucoup, dans le cadre de des pitchs et Biscornu, etc., de profils neuroatypiques. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de profils handicap cognitif et mental. Moi, j'aimerais revenir sur la définition de neuroatypique. Alors hier, en préparant cet épisode, j'ai demandé à ChatGPT pour voir ce qu'il en pensait du profil neuroatypique. Je vais te lire la définition que ChatGPT m'a sortie et je te laisse me dire ce que tu en penses. Le terme neuroatypique désigne une personne dont le fonctionnement neurologique diffère de la norme statistique, appelée neurotypique. Cela inclut Cela inclut diverses conditions comme les troubles du spectre de l'autisme, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, Oui. la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie et autres troubles 10, les hauts potentiels intellectuels, HPI, parfois appelés surdoués, et d'autres particularités cognitives ou sensorielles comme l'hypersensibilité. Les neuroatypiques peuvent percevoir, traiter et interagir avec le monde d'une manière différente des neurotypiques, ce qui peut être un atout ou un défi selon les contextes. Absolument, je suis d'accord avec ce que la définition de ChatGPT, c'est bien ce qui sort d'une certaine norme, entre guillemets, de fonctionnement neurologique. Et donc, je reconnais bien là tout le public qu'on essaie de servir. Après, je suis allée sur d'autres sites. Alors, il y avait Doctissimo, il y a plein d'autres sites. C'est un nom qui est pas si vieux que ça, en fait. Il est assez récent dans le dictionnaire. Et sur un autre site, alors on nous parlait beaucoup des célébrités, des personnes qui ont ces profils-là. On parle notamment Albert Einstein, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Elon Musk aussi, il me semble. Et c'est ces profils-là, en fait, qui parfois, on connaît les TDAH parfois par ces personnes-là, ces célébrités. Et c'est juste une façon de penser qui est différente. Exactement. Alors là, on parle de célébrités qui, eux, arrivent à s'intégrer, et plus que s'intégrer, à rayonner même dans cette société. Nous, on va servir ceux qui ne peuvent pas forcément faire de même, qui n'ont pas forcément ce même potentiel d'être au milieu de tout le monde. Mais oui, c'est bien, on parle bien de gens qui n'ont pas la même façon de raisonner ou de fonctionner que nous autres. Et c'est à eux qu'on va adresser cette méthode de travail, de prise en charge, pour que derrière, on les amène progressivement vers une juste place dans cette société et qu'ils puissent avoir une vie comme nous tous. Tout à fait, parce qu'en fait, après, je suis allée un peu plus loin pour les recherches. Alors moi, j'ai fait médecine avant. Du coup, toutes ces notions un peu techniques sur les fonctions aussi cognitives du cerveau. Et je suis allée rechercher les informations, les différentes fonctions cognitives qu'on a du cerveau. Donc, il y a l'attention, la mémoire du travail, les fonctions exécutives, les fonctions visuo-spatiales et la cognition sociale, donc notre capacité à comprendre avec les autres, donc d'un point de vue social. Et en fait, quand on a... et effectivement, tu parlais d'Alexandre, qui est ton fils, qui lui atteint d'autisme. Mais finalement, on a des personnes qui font un AVC, qui est du coup a des séquelles d'un point de vue cognitif, qui peut toucher et la mémoire... ou l'élocution, la parole. Voilà, donc ça va être... le repère dans l'espace. C'est ça. Donc c'est vraiment en fait lié aux fonctions cognitives aujourd'hui du cerveau, et qui peut être soit dans un neurodéveloppement, donc c'est-à-dire que ça peut être à la naissance effectivement, ou après par un accident de la vie. Et c'est sur ça que je voulais revenir, et sur ce terme neuroatypique que vous utilisez beaucoup chez Biscornu, chez Affûté et chez Chamélon maintenant aussi. Tout à fait. Et donc on se rend compte simplement que les organisations ne sont pas forcément bâties pour ce qui sort un peu de l'ordinaire, ce qui sort de la norme. Et c'est pour cette raison-là qu'on essaye de trouver des solutions alternatives à ce qui existe dans notre milieu ordinaire. Et donc de changer un peu le milieu ordinaire pour pouvoir accueillir ces profils-là. Quand on parle de capacités cognitives, la mémoire en faisait partie, là, justement, et c'est pour ça que la méthode d'apprentissage d'Affûté est visuelle. Ça veut dire que ça va permettre d'être un support pédagogique visuel, permanent, proche du jeune, dès lors qu'il a travaillé, mais aussi un support de travail. Ça veut dire que quand la mémoire fait défaut, qu'on ne se rappelle plus l'enchaînement de gestes, par exemple, eh bien le fait d'avoir le support de cette méthode-là d'apprentissage, ça va être une aide précieuse en fait pour ces porteurs de handicap cognitif et mental. Donc c'est pour ça qu'on a
raisonner justement sur qu'est-ce qui permettrait d'être un chemin possible pour ces jeunes porteurs de handicap. Quelles seront les solutions effectives, efficaces, qui leur permettraient de bien comprendre ce qu'on attend d'eux, de mémoriser ce qu'on apprend d'eux, et pas forcément de mémoriser s'ils ne peuvent pas, mais également d'avoir ce support-là pour eux dans les tâches du quotidien, dans les tâches à réaliser pour les entreprises. Super. Et est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous dire d'un affûté comme ça, dans quelque chose qui t'a marqué ou qui t'a fait rire, une anecdote que justement tu as eue dans le cadre d'une relation, ce qu'on Ouais, disait entre des chats et des caméléons? ouais. Alors, alors, il y en a beaucoup parce qu'ils sont tellement tous différents qu'il y a forcément plein d'anecdotes avec eux. Il y en a un qui m'a marqué parce que il mettait ses chaussures à l'envers. Ça veut dire qu'il avait le pied droit à la place du pied gauche et vice versa. Et en fait, il allait servir les gens comme ça, en disant qu'il se sentait bien dans ses godasses. Et donc là, c'était perturbant et c'était en même temps marrant de se rendre compte qu'il y a une certaine norme qui dit ta chaussure droite c'est dans le pied droit, ta chaussure gauche c'est le pied gauche. Et lui, il avait fait l'inverse. Et il disait non, moi je me sens bien comme ça. Et donc c'était très très marrant pour les invités et même pour moi de le voir marcher avec ses godasses dans l'autre sens. Et puis en même temps, je me suis dit mais c'est ça l'emblème de Biscornu finalement quelque part, c'est d'être bien dans ses baskets pour faire quelque chose de correct. Et en fait, peu importe si on met ses chaussures à l'envers. Ouais, c'est vrai. Du moment que ça fonctionne bien et que lui se sente bien, il sert avec sourire les clients, les convives, en même temps, c'est une petite attention qui est assez marrante et c'est anecdotique. Donc ça, voilà, c'était une petite anecdote sur l'un de nos jeunes porteurs de handicap. Mais des anecdotes comme ça, il y en a vraiment beaucoup. En fait. Chaque personne est unique avec sa personnalité, et donc du coup, effectivement, surtout avec des profils neuroatypiques. Moi, je me rappelle, je sais pas si c'est vous, mais si, je pense que c'était vous. J'étais sur un événement où je me suis fait servir justement par un profil neuroatypique, et puis, mais j'ai adoré parce que souvent, en plus, comme tu disais, en fait, vous faites des événements haut de gamme, Ouais, et souvent, c'est un peu, voilà, costume cravate, on est très dans c'est la ça. norme. Et je trouve que ça apporte en fait de l'humain, et on se rattache en fait à l'humain, parce que la personne qui vient nous servir, elle va être joyeuse, C'est elle ça. va être elle-même, et on va pas en fait se comporter parce qu'il faut qu'on se comporte de telle manière dans tel environnement. Et je trouve, c'est ce qui m'a marqué, et ce que j'ai adoré dans l'expérience, c'est que en fait tous les traiteurs devraient faire ça. Enfin, ça humanise tellement plus l'événement, le lien qu'on est en train de créer avec les autres, et moi j'ai trouvé ça formidable. Alors, précisément, c'est le choix en fait de faire un traiteur qui amène on va dire, à ce regard-là justement sur le sens d'un événement, d'une entreprise. Quand on fait un événement, c'est pour recevoir des gens, c'est pour avoir un bon moment, pour un partage, pour une célébration, pour une commémoration, peu importe. En tout cas, c'est pour passer un bon moment avec d'autres personnes. Et donc, c'est précisément pour cette raison que j'ai choisi le métier du traiteur. C'est pour que nos jeunes soient vraiment en première ligne pour régaler les gens et pour incarner en fait ce sens de l'hospitalité, du partage, le fait que les convives, si on est là pour on va dire, pour les régaler, pour qu'ils passent un bon moment, eh bien, il y a cette notion-là à travers ce projet et ils l'incarnent parfaitement. Ça veut dire que des porteurs de handicap cognitif et mental qui sont là pour faire leur travail avec toute leur attention, toute leur émotion, eh bien, ça transfigure, ça transparaît en fait sur leur visage, ça transparaît dans la façon dont ils se comportent devant les clients. Et en fait, c'est exactement le sens d'un événement, finalement, pour moi. Et c'est le métier de la rencontre, beaucoup dans le secteur de l'événementiel dans lequel on travaille aussi. On dit que l'événementiel est le métier de la rencontre. C'est ça. Et donc, oublier l'humain dans une rencontre, c'est comme oublier l'essentiel de la rencontre, finalement. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que réintroduire dans ce métier-là des jeunes porteurs de handicap, c'est exactement ce symbole même de la rencontre entre des gens, de l'hospitalité, de la solidarité et du partage. Voilà. Donc, c'est un choix délibéré, mais je pense que c'est à la conjonction exactement du sens même de l'événement dans les entreprises. Pourquoi on le fait? Génial. Et moi, j'aimerais
justement qu'on parle de ces événements et de tout ce qu'on vient de se dire et on se projette dans 10 ans. On est en 2035. Pour toi, quel est l'avenir de l'inclusion des profils neuroatypiques dans 10 ans? J'espère de tout cœur qu'on puisse progresser, évoluer, que ça fasse d'autres projets derrière aussi, dans d'autres endroits. Alors là, on est en train d'essaimer, nous, le projet à l'échelle nationale, avec Affûté qui se développe en fait en région Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Pays de la Loire, plus que l'Île-de-France, en plus de l'Île-de-France, pardon. Et donc, on espère pouvoir essaimer partout en France avec les formations qu'on a développées ici avec les grandes entreprises, de pouvoir les réaliser de même dans d'autres villes et servir comme ça le maximum de jeunes porteurs de handicap, servir leur famille et donc trouver une place pour tous ces jeunes-là qui le souhaitent, qui ont envie de faire partie de notre société. Donc dans 10 ans, mon souhait c'est que ça existe partout et que derrière ça devienne finalement la norme. Et donc on ne parle plus de hors norme et de normes, de neuroatypique et neurotypique. Voilà, en fait, que ça devienne finalement courant dans toutes les organisations, toutes les entreprises, toutes les représentations, dans chaque supermarché, d'avoir des porteurs de handicap qui soient là, qui se mettent en rayon, qui préparent les courses du drive, dans tous les hôtels, d'avoir des jeunes porteurs de handicap qui soient à l'accueil, qui soient en train de préparer des chambres, dans tous les restaurants, d'avoir des jeunes porteurs de handicap qui soient au service, qui soient en cuisine, qui soient dans les boulangeries, qui soient dans des hôpitaux, des cliniques, dans des EHPAD également pour servir les aînés. Je pense qu'il y a des tâches élémentaires qui notamment consistent à prendre soin des autres ou à servir les autres, où on a besoin d'être là personnellement, enfin des gens, d'avoir des salariés en fait, et c'est dans tous ces univers-là qu'on espère bien développer l'emploi de ces porteurs de handicap. Donc j'espère que demain, dans 10 ans, ça devienne quelque chose de courant et de légitime et de juste, parce qu'on aura trouvé le bon emplacement pour chacun de ces jeunes. Ils ne seront pas en difficulté, ils seront à leur juste place, et donc ils pourront construire leur vie comme nous, d'avoir des appartements, d'avoir un conjoint, de construire le mieux qu'ils peuvent en fonction de leur autonomie également, et même s'ils ne peuvent pas forcément faire tout comme nous, eh bien d'aller au maximum de leur autonomie possible. Et ça en fait partie. Je suis 100% d'accord avec toi et j'espère qu'on se retrouvera en 2035 pour analyser le monde et est-ce qu'on avait raison ou pas, ou qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour arriver. En tout cas, on a un bel événement la semaine prochaine avec la ministre. Donc, et puis tu m'as dit que tu allais faire visiter la ministre dans un de... Oui, là il y a des échanges pour que le 19 mars prochain, on puisse recevoir Madame la ministre du handicap sur une des formations affûtées chez Thales, qu'on a chez Thales. Génial. Merci beaucoup Olivier, j'ai un petit jeu à te faire faire, c'est Oui. le dernier moment qu'on a ensemble. En plus je sais que tu es pris par le temps, il nous reste très peu de temps. Je vais te laisser piocher à l'intérieur de ce petit verre et tu vas tomber sur un mot et puis je te laisse me dire qu'est-ce que ça t'évoque chez toi. Communauté. Communauté, pour moi, ça veut dire une communauté d'hommes et de femmes, une communauté multiple, plurielle, c'est la représentation de la société. Je pense qu'il faut décloisonner le sens des... Parfois, on a donné au sens du mot communauté justement une définition assez restreinte et restrictive en fait de ce que c'est que la communauté. La communauté arabe, juive, de race ou d'autres types de communautés. Moi, je voudrais qu'on ait une définition plutôt décloisonnée et qu'on essaye d'intégrer en fait toutes les composantes d'une société dans une communauté et donc que la communauté soit multiple et plurielle. Et c'est un peu ce que vous faites avec Chaméléon. Oui. C'est la communauté des entreprises et des porteurs de handicap avec des salariés qui viennent accompagner ces jeunes porteurs de handicap. Exactement. C'est de créer cette communauté solidaire qui ne juge pas, qui ne s'apitoie pas non plus, mais qui donne une chance et qui crée des conditions de succès pour chacun d'entre nous. Super. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2025, Olivier ? Pour 2025, il faut nous souhaiter de pouvoir progresser, de pouvoir remplir notre laboratoire fraîchement construit et qu'on puisse servir le maximum de convives avec ces jeunes porteurs de handicap. Donc on crée de l'emploi ensemble. Donc ça, on espère avoir beaucoup d'événements, de beaux événements. On a réalisé
avant-hier soir un gros événement chez Dassault de 3000 personnes. Et donc on espère en faire d'autres comme ça dans l'année, avec autant de joie, autant d'engagement de toute l'équipe Biscornu. Et puis pour affûter, de pouvoir déployer ces formations avec réussite dans les différentes villes de France, dans les différentes entreprises, que ce soit des succès à chaque fois, et qu'on puisse avancer progressivement vers cette fameuse vision d'une communauté plurielle qui inclut tous nos jeunes porteurs de handicap. Génial. Donc les acteurs de l'événementiel, si vous nous écoutez, Exactement. faites appel à Biscornu. Merci beaucoup Olivier. Merci aussi. Merci pour cet épisode, j'étais ravie de tourner avec toi et puis à bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté Déclic, le podcast qui donne une voix à l'inclusion. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et laissez une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram et YouTube, le nom c'est déclic avec 2i.podcast, pour découvrir les prochains invités et suivre la sortie des prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous toutes les 2 semaines, le jeudi, pour un nouveau déclic. À bientôt!